Aujourd'hui, dans toute une histoire, les dangers d'Internet. Ce nouveau média a permis la naissance d'une autre forme de criminalité. Enlèvement, abus de confiance et pédophilie. Les faits divers via le net se multiplient. Internet est quand même un vecteur d'information et de communication qui permet une certaine impunité. Donc c'est bien plus facile pour celui qui le souhaite que d'aller dehors et d'aller ouvrir son impair à l'entrée d'un collège. Et aussi l'histoire de Sandra. Cette mère célibataire est tombée amoureuse d'un inconnu sur Internet. Dans la vraie vie, il s'est révélé violent et manipulateur. J'étais plus que malheureuse. J'étais vraiment en perdition. Je le pense encore maintenant. Si j'étais pas partie au moment où je suis partie, je pense que j'y serais toujours. Ou alors je serais morte, peut-être. Michel a, elle, reçu des appels obscènes après avoir donné son numéro de téléphone sur un chat. Qu'est-ce que ces hommes vous disaient exactement au téléphone? Tiens, un string? Ben non, je tricote mes slips en poil mousse, rose et vert. Je prenais ça à la rigolade, mais après, j'étais comme ça. Bonjour à tous. Bonjour à tous, madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue dans toute une histoire. Internet, ce formidable outil de progrès et de communication, serait-il en train de devenir un gigantesque guet-apens? C'est la question que nous posons aujourd'hui dans toute une histoire. Arnaques, manipulation, viol, pédophilie et même meurtres sont de plus en plus fréquents à la suite de rencontres nées sur Internet. À l'heure où les forums de discussion et les chats en tout genre remportent un succès phénoménal, est-ce qu'il faut se méfier du web? Ambre, Alexandre, Michel vont nous raconter leurs mésaventures sur la toile. Et à travers leurs histoires, nous regarderons différemment les nôtres et peut-être, et sans doute, nous ferons plus attention. Pour commencer, voici l'histoire de Sandra. Divorcée, un enfant, elle part à la recherche de l'âme sœur sur Internet. L'homme idéal est là, de l'autre côté de l'écran. Mais lorsqu'elle le rencontre en vrai, qu'elle commence à avoir une histoire avec lui, une vie à ses côtés, ce n'est plus le même homme. Je suis allée sur Internet, je pense, pour rencontrer un homme, au départ. Un compagnon, pas un homme, un compagnon plutôt. Un compagnon, quelqu'un qui pourrait essayer de recréer une famille avec moi que je n'avais pas, vu que j'étais seule avec Chloé. Je pouvais sélectionner, trier, regarder, faire mon marché, entre guillemets. Mère célibataire depuis plusieurs années, Sandra passe des heures sur des sites de rencontres dans l'espoir de trouver l'homme idéal. En janvier 2001, le profil et les mots de Régis retiennent son attention. J'ai commencé à tomber amoureuse de l'opportunité qu'il pouvait m'offrir. Il me disait, moi, je souhaite fonder une famille. Alors, je me disais, bah, tiens, on veut la même chose. Et j'étais un petit peu anesthésiée, entre guillemets, par rapport à ces mots. Je me dis, bah, tiens, ça correspond exactement. Donc oui, bien sûr, c'est lui que je vais tomber amoureuse. C'est lui avec qui ça va bien aller, en fait. Alors, les mails qu'on s'est échangés, c'était du flirt. Au bout de 2 mois de chat et d'échanges de mails, Sandra et Régis décident de se rencontrer pour passer du virtuel au réel. Quand il s'est approché de moi et qu'il m'a dit bonjour, je dois avouer que j'ai mon ventre, mon cœur qui a un peu bougé. Et puis je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être le bon, quoi. Donc assez rapidement, j'ai été habitée chez lui. Et le cauchemar commence pour Sandra. Après 4 mois de relation, Régis, l'homme idéal, ne cache plus sa vraie nature. Dans l'intimité, il se révèle être violent et manipulateur. Il a eu des comportements qui étaient vraiment pas beaux avec moi, avec ma fille aussi. Il a eu toute une période d'humiliation, de dénégation, me rabaisser, etc. J'étais plus que malheureuse. J'étais vraiment en perdition et puis il m'a cassé, quoi. Il m'a brisé le cœur, et puis je pense que toute ma vie j'aurai les séquelles de ça. Internet lui a servi simplement d'outil pour mentir et puis pour trouver une proie, en fait, parce que dans la vraie vie, il pourrait pas simuler très longtemps. Et c'est là le danger, parce qu'encore une fois, tout ce qu'il m'avait dit sur Internet, je l'ai pas vérifié finalement. C'était un fait entendu pour moi, ce qu'il m'a dit. Quelque part, je m'en veux de ne pas avoir écouté quelques petites intuitions que j'avais et de les remettre à leur juste valeur dans le réel, en fait. Les intuitions que si dans la vraie vie, la première fois je l'avais vue, je me serais dit « attention Sandra, il y a quelque chose qui ne va pas ». La télé dépasse les frontières, c'est une invitée suisse que nous avons aujourd'hui qui est très émue sur le plateau. Ça vous rappelle, vous avez été très amoureuse de cet homme, hein? Oui, j'ai été très amoureuse. Ouais. On nous suit par la TSR, je profite pour saluer tous vos compatriotes. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous êtes seule ou vous êtes avec quelqu'un? Non, je suis seule avec ma fille, toujours. Et malgré ce qui vous est arrivé, vous continuez à chasser sur la toile? Je chasse plus, Vous avez changé de vocabulaire? Voilà, ouais. Je regarde, je m'amuse. Ça a été un jeu dangereux, hein? Très dangereux. Je présente nos invités. Ambre, bonjour Ambre. Bonjour. Qui a frôlé la mort via Internet. Vous avez été une des proies d'un réseau de truands qui ont réussi à piéger une femme, au moins une femme, qui s'appelle Marjorie, qui a été assassinée.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dans quel contexte? Comment ils s'y prenaient, ces hommes? Ben, en fait, ils sympathisaient avec vous, tout simplement, se rapprochaient de vous, devenaient amis, rentraient vraiment dans votre vie et votre intimité. Prenaient beaucoup de renseignements sur vous, mais on va dire amicalement. Et puis ben, un jour, le piège se referme et voilà. Mais il s'agit de forums de discussion tout à fait respectables, entre guillemets. Oui, enfin, je veux oui, dire, pour jeunes, sans aucun... Enfin, il n'y a pas de sexe, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien dedans. Et c'est simplement pour rencontrer des jeunes dans sa région, voilà, qui correspondent à votre profil. Et en fait, il s'agissait de truands qui volaient les gens, qui volaient les femmes après les avoir piégées. Et ça a même tourné beaucoup plus mal que ça, puisqu'une femme a été assassinée. Pardon. Vous pensez que ça aurait pu vous arriver à vous? Vous auriez pu être à sa place? Quelques heures auparavant, oui. Ça fait peur, hein, quand même. Hein. Ça fait très peur. Marie-Pierre, bonjour, vous êtes avocate. Vous vous occupez d'associations qui défendent les ados. Et malgré cela, vous avez été piégée indirectement. Votre fille a été piégée sur Internet. Elle avait 13 ans à l'époque. C'est incroyable de savoir que d'un côté, vous plaidiez pour défendre les victimes et de l'autre, ça se passait sous votre toit. Oui, parce qu'on ne fait pas vraiment attention à ce qui se passe quand on est chez soi. En tout cas, maintenant, je suis un peu plus regardante à ce qui se passe pour mes plus jeunes enfants. Mais ma fille, effectivement, est allée dans les chats discuter. Et puis les discussions se passent pendant des semaines, des jours, des semaines, des mois. Et puis à la fin, il y a une rencontre qui s'organise. Elle avait quel âge? Elle avait 13-14 ans. 13-14, elle a rencontré un homme elle pensait qu'il avait quel âge? Le même âge. Et en fait, il avait quel âge? Il avait au-delà de 35-40 ans, je pense, à peu près. Ça te surprend, Alexandre, qu'on puisse à ce point berner une jeune fille? Non, ça ne me prend pas. Toi, tu l'as fait, tu as été à la fois manipulé, tu as été à la fois manipulateur, tu nous raconteras. Ouais, tu es venu dans toute une histoire il y a 2 mois, peut-être que vous vous souvenez de l'histoire d'Alexandre qui a marqué beaucoup de spectateurs, on a eu beaucoup de réactions après ton passage dans l'émission. Comment ont réagi les gens qui t'ont vu dans l'émission? Ouais, ils m'ont félicité. Ils m'ont dit de continuer comme ça, à aider d'autres jeunes. Et il y a des parents aussi qui m'ont contacté pour des renseignements et puis pour les aider aussi à comprendre un peu. On peut te contacter? On peut continuer à te contacter? Oui, il n'y a pas de problème. Tu as quel âge? J'ai 19 ans. Ouais, c'est jeune pour un grand frère, mais quelle expérience déjà sur tout ce qui s'est passé sur le net. Sandra, vous étiez séparée du père de votre fille, vous étiez seule. Comment vous vous êtes mise sur Internet? C'est une idée qui peut paraître saugrenue encore aujourd'hui? Ben non, justement, parce que j'étais seule avec ma fille à m'en occuper. J'avais peu de temps pour faire des rencontres. Et je souhaitais, comme tout à chacun, partager ma vie avec quelqu'un. Donc c'était un moyen assez simple. Peu coûteux, assez simple pour trouver quelqu'un. Et comment il a réussi à vous draguer, à vous faire la cour? Alors on est resté environ 1 mois sur le net à chatter. Il m'a dit des choses que j'avais envie d'entendre. Puis j'ai plongé, tête baissée. Et j'ai aimé ce qu'il m'a dit, j'ai pris pour fait accompli ce qu'il m'a dit. Et puis je me suis dit pourquoi pas. On a tous autour de nous quelqu'un qui a rencontré quelqu'un sur Internet et que ça marche. Donc pourquoi pas moi? Vous étiez plutôt en confiance, c'est-à-dire qu'Internet vous avait rassuré? Oui. Vous pensiez que tout ce qu'il vous disait était vrai? Oui. Ça n'aurait pas été le cas si vous l'aviez rencontré en vrai? Non, j'en suis sûre que non. Parce que c'est ça le danger d'Internet, c'est que ce que vous lisez ou ce que vous entendez, vous l'intégrez comme étant vrai. Vous voyez quelqu'un qui vous écrit pendant 10 fois « je suis généreux », quand vous le rencontrez, vous dites « oui, il est généreux », forcément. Vous l'avez intégré inconsciemment, en fait, quelque part. Donc, tout est rose, tout est beau. Au bout d'1 mois, vous l'avez rencontré? Oui, 1 mois et demi. Nous nous sommes rencontrés. Comment ça s'est passé la rencontre? Vous étiez intimidée comme avant un premier rendez-vous? Alors non, j'avais rencontré d'autres personnes auparavant, et puis où il n'y avait pas eu de suite. Et puis lorsque lui, je l'ai rencontré, je me suis dit, tiens, celui-là, il est super. Il correspondait pas du tout aux autres. Hein. Il était, entre guillemets, il avait l'air normal. Il n'y a pas de normalité, mais il avait l'air sain, serein. Et par rapport aux autres que vous aviez rencontrés, ouais, les autres étaient comment? Il y en avait certains, il y en avait qui disaient qu'ils avaient 30 ans alors qu'ils en avaient 50. Il y en avait qui s'étaient fait prendre en photo d'une façon qui montrait qu'ils étaient magnifiques. De dos. Et puis voilà, de dos, de nuit. Et puis non, c'était vraiment différent. Lui, c'était différent. Il vous a plu physiquement? C'était un tout. Moi, c'est pas un physique vraiment, c'était une silhouette, c'était un tout en fait. Vous avez l'impression qu'il était cohérent? Vous avez l'impression de le connaître? Oui, mais c'est ça le danger justement. Oui, bien sûr. À nouveau, on crée une espèce d'intimité, on devient intime avec la personne sans l'avoir vue. C'est dramatique. Ça te surprend, Alexandre? Non, pas du tout, non. Non, mais en plus, ça me touche vraiment ce qu'elle dit parce que c'est ce que je pense aussi. Hein. Viens nous rejoindre, Alexandre, 2 secondes. Pas beau. Un jeune homme de 19 ans, on va se glisser là. Qu'est-ce que tu penses? C'est-à-dire quoi? Qu'on peut faire passer n'importe quoi comme idée? Puis qu'on crée vraiment une certaine intimité avec la personne.
on se sent vraiment proche d'elle, même si on ne voit pas la personne, on se sent vraiment proche de cette personne. Et vous avez eu des petits doutes, vous nous avez dit dans le reportage. Malgré tout, vous vous êtes dit non, ça va aller quand vous l'avez rencontré pour la première fois en chair et en os. Oui, alors j'ai eu des petites intuitions que j'ai pas écoutées malheureusement. Et ouais, je les ai pas Quelles écoutées. intuitions, par exemple? Il est bizarre quand même. Il est un peu. Au début, il cachait bien son jeu et puis il était un peu renfermé, un peu. Puis je trouvais toujours des excuses. Et ça, par rapport à ce que vous aviez connu sur la toile, l'homme était en décalage par rapport à ce Alors, portrait? ce qu'il faut savoir, c'est que si vous restez longtemps à chatter sur Internet avec quelqu'un, quand vous le rencontrez, de toute façon, il y a un décalage. Parce que l'intimité que vous avez créée avec quelqu'un par Internet, l'imaginaire, ouais, que vous avez créé avec cette personne, quand vous le rencontrez, vous l'avez en 3D, vous avez les odeurs, vous avez les phéromones, vous avez tout, je veux dire. Vous l'imaginez plus grand, plus petit, plus gros, plus... Je sais pas, quoi, tout est différent. Donc plus vous restez longtemps sur le chat, plus le décalage quand vous voyez la personne est grand. Donc en fait, il vous disait ce que vous vouliez entendre, c'est ça? Bien sûr. Quels sont les signes qui ne trompent pas, selon toi, Alexandre, qui doivent nous faire penser que la personne que l'on rencontre sur le net n'est pas forcément cette personne qui en vrai? Déjà, quand la personne elle exagère un peu sur toutes ses qualités, qu'elle ne dit pas ses défauts, on a l'impression qu'elle est trop parfaite, trop... Quand la personne elle est trop ce qu'on recherche en fait. Quand il n'y a pas vraiment tout va, c'est vraiment la personne qu'il nous faut, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il doit toujours avoir des petites choses qui ne vont pas. Et quand la personne est exactement ce qu'on recherche, qu'il n'y a aucun défaut, que c'est exactement ça, je pense qu'il doit avoir des... Comment faire, comment provoquer l'autre en face pour le faire sortir de ses retranchements, essayer de lui faire dire la vérité? C'est dur. Je pense pas. Il faut vraiment rencontrer la personne en vrai pour se rendre compte de ce qu'elle est vraiment. À aucun moment vous vous êtes dit ça sent pas le bidon? Non. Non. Maintenant, je réagirais différemment. Au bout de combien de temps vous êtes installés ensemble? 6-7 mois. Vous étiez vus combien de fois pour de vrai? Oh, dès la première rencontre, on ne s'est plus quittés, en fait, on s'est vus tout le temps. Vous avez des relations amoureuses tout de suite? Ouais. Ça s'est bien passé? Oui. Il était l'homme doux qu'il disait être Il n'a jamais dit qu'il était doux. J'aurais dû me méfier d'ailleurs. Il n'a jamais dit qu'il était doux. Mais je trouvais toujours des excuses et lui m'en donnait des excuses. Je le trouvais renfermé, agressif, colérique, mais il travaillait tout seul chez lui depuis, il montait sa boîte, donc je me suis dit, un indépendant qui est tout seul, qui voit personne, c'est normal, il est un peu déprimé, un peu sauvage. Voilà, un peu sauvage. Quand on veut, on trouve toujours des excuses, quand on veut pas s'écouter. Il y avait un ressenti de décalage entre le personnage que vous imaginiez et celui qu'il était réellement? Non, pas pendant que je le vivais. Après, oui, avec le recul. Mais qu'est-ce qu'il attendait, cette relation, lui, selon vous? C'est dur, parce que c'est parler de la trahison, quoi, évoquer tout ça, j'imagine. Je pense qu'il attendait... Il sait c'est un grand malade, il sait que c'est une horreur. Donc je pense qu'il voulait montrer aux autres qu'il n'était pas si moche que ça. Un homme de quel âge? Mon âge, 39 ans. Un vieux. Qui avait des enfants, qui avait une famille? Non, il n'avait pas d'enfants. Et pour cause. Vous avez dit qu'il aimait beaucoup les enfants? Ouais. Quel âge avait votre fille? À l'époque, elle avait pas encore 4 ans. Elle a eu 4 ans quand on était ensemble. Vous êtes installés ensemble, il a changé de comportement? Oui. Il est devenu brutal? Oui. Physiquement? Oui. D'abord, c'est tout le contexte des personnes qui se font battre, etc. C'est pas du jour au lendemain. Et on ne reçoit pas un coup de poing dans la figure du jour au lendemain, quoi. D'abord, c'est des dénégations, après, c'est de l'humiliation, après, on nous rabaisse petit à petit, puis après, les coups arrivent. Vous avez eu une scène qui vous a fait prendre conscience que c'était plus grave que vous ne le pensiez? Oui, tout à fait. On était en vacances et puis là, il a plus pu se contenir devant les autres. Et les autres, c'était dans un truc de vacances, je ne sais pas si on peut dire le nom, quoi, un club de vacances. Et puis les autres dans les bungalows d'à côté, et puis les dirigeants du club ont dû appeler la police, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il m'a tapé dessus violemment, quoi. Et ça arrivait souvent? Régulièrement. Mais vous n'arrivez pas à faire le retour en arrière? Alors, le problème... À cause du regard des autres, peut-être aussi à cause de cette chance que vous étiez donnée pour pas que les autres pensent que vous aviez échoué? Alors ça, c'est tout à fait juste aussi, parce que non seulement vous vous retrouvez mère célibataire, déjà, louche, on vous regarde de il y a des travers. petites lumières rouges.
Ensuite, vous rencontrez quelqu'un sur Internet. Alors, je ne vous dis pas, déjà là, alors ça, elle cherche le danger. En plus, c'est quelqu'un qui est violent avec. Tu l'as cherché, ma grande. Donc, il n'y a pas de soutien réel Donc, au vous êtes départ. accroché? Et puis, en plus, au départ, c'est par étapes. Au départ, vous êtes tout beau, tout rose, vous trouvez des excuses. Après, vous vous dites, moi, je me suis dit d'abord, tiens, il est seul dans sa maison, il n'a pas eu de copine, etc. Donc, il est sauvage, c'est normal, je vais l'aider. Après, je me suis dit, non, peut-être que c'est nous, notre couple, qui ne va pas. Donc, j'ai essayé d'aller voir quelqu'un avec lui. Ça a tenu une fois, puis ça a été la cata. Et puis après, je me suis dit, c'est toute ma faute. Ça, c'était la 3e étape, c'est toute ma faute. Donc pendant 1 ou 2 mois, je me suis dit, je suis la pire des femmes, la pire des amies, la pire des mamans, la pire de tout. Et puis tout à coup, non. Après, c'est l'étape suivante. Comme dans un deuil, vous savez, vous avez toutes les étapes. L'étape suivante, non, ça va pas, quoi. Et puis, lorsque j'étais dans cette 4e étape, il y a eu des soucis avec ma fille aussi. Et puis là, quel genre? Il était violent avec ma fille aussi, devant moi. Et Vous arriviez à la défendre? À partir de ce moment-là, je ne l'ai plus jamais laissé une seconde tout seul avec. Et puis je dormais avec elle, avec la porte fermée, etc., jusqu'à ce que je trouve un autre appartement. Vous avez vécu combien de temps avec cet homme? 1 an et 2 mois. Waouh. Ouais, l'enfer. Et comment vous avez réussi à vous séparer de lui? Je pense que c'est l'instinct de survie. Je le pense encore maintenant. Si j'étais pas partie au moment où je suis partie, je pense que j'y serais toujours. Ou alors je serais morte, peut-être. Mais je pense qu'à un moment donné, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé et je sais pas, je suis partie. J'ai réussi à trouver un appartement et puis je suis partie. C'était donc réussir aussi à reconnaître la mauvaise route que vous aviez prise vis-à-vis des autres? Oui. Ce qui est difficile, hein. À ce moment-là, c'était pas important. Ouais. Franchement. C'était de l'ordre de la survie. À ce moment-là, c'était ma fille qui comptait avant tout. Bien sûr. Vous continuez à surfer sur Internet aujourd'hui, on va le voir dans ce reportage. C'est paradoxal, on pourrait se dire que vous n'avez pas été vacciné. Je surfe sur Internet pour m'amuser, c'est une friandise, et c'est des questions directes, c'est des questions ouvertes, c'est des questions, je veux dire... C'est votre manière d'être prudente, Oui, vous avez une technique bien rodée, enfin, je l'espère en tout cas. Je peux faire une thèse. Oui, pour piéger pour démasquer les manipulateurs, regardez. Tu continues à aller sur Internet? Ah ouais, un petit peu quand même, tu sais, mais en faisant attention, quoi, comme je t'ai expliqué, quoi. Tu veux voir? Tu veux que je te montre? Allez, montre. Qui te dit que tu vas pas retomber sur quelqu'un qui va te poser des problèmes? Il y a rien qui peut... Enfin, tu le vois pas, là. T'as pas peur. Maintenant, tu flashes sur ce gars, vous téléphonez, tout va bien, tu le rencontres, ça se passe bien, puis tout à coup, il se révèle être de nouveau quelqu'un de... T'as pas tout tort, effectivement, mais t'es d'accord que déjà, j'ai changé par rapport à avant. Ça m'a appris des choses, je suis beaucoup plus méfiante. D'accord, donc maintenant... Je pense qu'Internet est un outil qu'on peut utiliser seulement si on est bien dans sa peau, si on n'a pas de démons, si on n'a pas de soucis. Parce que sinon, on se laisse vite avoir, hein, vraiment. Sur Internet, il y a vraiment à boire et à manger. Il y a ceux qui mentent, lui, vraiment, au revoir. Ceux qui sont mariés, ceux qui sont pas mariés, ceux qui sont bi, ceux qui veulent des relations qu'ils n'arrivent pas à trouver dans la vraie vie, ceux qui... Il y a de tout. Il y a toute la population est représentée, avec quand même un plus pour les gens qui ont des soucis. Moi, ça me ferait peur. Ça me ferait peur. J'aurais pas ce courage de... J'aurais peur toujours de tomber sur quelqu'un de pas fréquentable ou je sais pas. Moi, je trouve c'est bien que tu oses le faire, mais avec prudence, quoi. Ouais, je fais attention. T'inquiète pas, je vais pas vous faire revivre, ni me faire revivre ce qui s'est passé, hein, parce que je crois que... Ouais, j'espère. On n'est pas prêt, en tout cas, moi, je suis plus prête non plus. Éviter ce genre de situation qui était franchement pénible. Hein. Ouais. Ah, c'est ton monde qui s'est écroulé, ça. Ouais. C'est le mot. Mon monde s'est écroulé. Le monde s'est écroulé. Même pas mon monde. Le monde s'est écroulé. Tout s'est effondré, tout... Je me noyais, hein. Ouais. Quand j'étais noyée. Ouais. Donc, mais t'inquiète pas. Je ferai attention. C'est bien, faut que tu me les présentes avant. Oui, je fais le test. Promis. Qu'est-ce que t'en penses, Alexandre, qu'Alessandra soit retournée sur Internet? Elle a raison, parce qu'Internet, c'est un bel outil quand même. Si on est bien dans sa tête, qu'on sait bien s'en servir, c'est un bel outil. Ouais, moi je suis partagé parce que je me dis quand même, c'est un drôle de culot, quoi. C'est comme s'il y avait une leçon qui n'avait pas été comprise. Parce que le risque, c'est aujourd'hui que vous ayez l'impression de savoir déjouer les pièges et que vous ne sachiez pas vraiment le faire, quoi. C'est une très bonne question. Non.
parce que j'ai plus d'attente. Et j'ai rencontré 1 ou 2 personnes depuis. C'était pour justement ôter les démons. Et on est restés amis. C'est des hommes très bien, on est restés amis. Mais eux-mêmes avaient des choses à régler encore. Je l'ai senti tout de suite. Et puis maintenant, franchement, c'est pour passer un moment sympa, écrire, rigoler, ou un moment j'ai envie d'entendre que vous je suis mettez pas sympa. tous vos espoirs dans cette rencontre-là parce que c'est... Non, ouais. non, vraiment pas. Peut-être que c'est ça aussi qui vous a Bien empêché sûr. de voir les choses. Vous aviez Bien mis sûr. trop d'espérance dans cette rencontre. Bien sûr. Cet homme, Régis, vous l'avez recroisé sur Internet? Alors, il y a peu de temps, oui. Il m'a contacté. Il a eu le culot de le faire. Et finalement, c'était très bien parce que j'ai pu lui écrire une grande tartine de ce que j'avais envie de lui dire. Lui, il a voulu se faire pardonner. Et, Un homme qui vous a frappé aussi souvent, qui vous a humilié, qui a porté la main sur votre fille? et bien plus encore. Bien plus encore? Sur ma fille. Et ça, on l'a su après, malheureusement. Mais... je suis désolée. Et pourquoi est-ce qu'il est en liberté encore, cet homme? Parce que toutes les choses ne sont pas jugées encore. D'accord. Vous avez rencontré d'autres hommes qui vous ont plu sur Internet? Oui, Pour être plus joyeux, pour voir s'il y a un côté positif à cette histoire, oui. oui. Et puis pour des raisons autres, ça n'a pas collé, quoi. Mais non, il y a quand même du bon. Non, ça n'a pas collé, c'est pas devenu la grande histoire, mais il y a eu des petites histoires positives. Ouais, il y a eu des mini-histoires. Michel, vous avez rencontré des gens positivement sur Internet? Oui. Des amis, des amants, des pas emmerdes? forcément des amants, mais des amis aussi, parce que bon, je freine un peu mes dialogues. Mais des gens que je connais depuis longtemps, avec qui je papote aussi depuis longtemps, même que je connais pas. Vous avez dû vous freiner? Oui, bien sûr, un petit peu. Vous vous lâchiez trop au début? Vous étiez trop en Non, confiance? c'est pas ça. C'est parce que moi, j'essaye de freiner les dialogues aussi. Hein. Quand ça devient un peu trop intime, j'essaye de redresser le dialogue, parce que j'ai pas envie. Ça part vite. Voilà. Alors, à la suite de votre divorce, vous avez décidé de vous mettre sur Internet pour essayer de trouver quelqu'un... Oui, parce que j'habite Saint-Rémy de Provence et que, bon, voilà, j'avais C'est un joli envie. coin, mais c'est quoi? C'est trop désert? L'hiver, oui. L'été, il y en a trop, mais l'hiver, Il n'y en a pas assez. il n'y en a pas assez. Ouais. Non, et puis je trouve que c'est très convivial, hein, de toute façon, de pianoter. Et moi, j'aime ça, j'aime écrire, j'aime dialoguer, et pourquoi pas rencontrer. Alors, ce fameux Max, dont on va parler, pourquoi il a retenu votre attention? Parce que justement, c'est pareil, moi je suis un peu Mère Teresa sur les sites, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un problème, je continue à discuter, comme j'ai eu un divorce très difficile, quelque part, eh bien, moi j'écoute, parce qu'on m'a sauvée, quelque part, à ce moment-là. Donc c'est vrai que... Vous avez été en difficulté, donc vous allez vers les gens qui sont en difficulté? Tout à fait, oui. Mais c'est un peu ma nature. Alors, si vous voulez, c'est vrai que c'était soi-disant quelqu'un qui devait se faire opérer, qui était malade, enfin, etc. Donc j'ai continué. En fait, j'ai eu la confiance jusqu'au jour où... Il s'est présenté comme étant faible ou affaibli, en tout cas. Oui, voilà. Pas dangereux, donc? Non, pas dangereux du tout, non. Et puis moi j'habite dans les Bouches-du-Rhône, donc lui il était dans l'Hérault. Je me suis dit, ça n'engage à rien, le voir ou pas le voir, mais bon, pourquoi pas se téléphoner. Moi j'aime bien avoir la voix des gens, parce que c'est important. Ça fait partie d'une continuité, en fait. Et pourquoi c'est vous qui avez donné votre numéro? Parce que moi je veux pas téléphoner. Parce que je suis une femme et je dis qu'après tout... c'est à eux d'appeler. C'est à eux de courtiser? Comment? C'est à eux de courtiser. Voilà, exactement. Puis j'aime séduire et être séduite, de toute manière. Il y a ce côté-là aussi, séduction. Comment s'est passé le premier contact par téléphone quand il vous a appelé? Très mal, parce que... très mal, parce que je continuais à dialoguer. Et il m'a appelé en me disant, tu n'es pas une femme sérieuse, parce que justement, tu continues à dialoguer. Moi, je veux absolument t'avoir au téléphone. Alors, je dis, je finis mes dialogues. Et puis, dès l'instant où il m'a téléphoné, il a été agressif. Alors j'ai écoutez monsieur, puisque vous êtes agressif, j'ai pas du tout envie de continuer une conversation. Et j'ai raccroché. Comment il a réagi à ce râteau, pas virtuel pour le coup, hein? Là, il m'a téléphoné jour et nuit, en me traitant de tout. Alors après, j'éteins dans mon portable la nuit, et puis un matin, j'ai eu un message en disant, puisque tu veux plus me répondre, et bien à ce moment-là, je vais me venger sur Internet. Je me suis dit, venger... Il a un prénom, un pseudo, il a un numéro de téléphone portable. Je ne pensais pas qu'il allait s'amuser. Je ne savais pas du tout. Et en fait? 3 jours après, j'ai su. Alors que je regardais la télé tranquille le soir, j'ai eu un coup de fil de quelqu'un qui avait eu un dialogue très porno. Et en fait, il avait usurpé mon pseudo. Il se faisait passer par moi. Il faisait un dialogue très porno avec X personnes.
Et puis après, donner le numéro de téléphone. Donc moi, après, j'avais la suite où il fallait que je rectifie. Quand ils étaient bien chauffés. Exactement. Alors moi qui étais en pyjama devant la télé, bon, bah, ils s'imaginaient sûrement que j'étais en petite nuisette, mais non, c'est pas du tout ça. Donc c'est Max qui a utilisé le pseudo de Michel sur Internet, oui. en se faisant passer pour Michel, Oui. et en faisant la Ouais, dialogue. La chaudasse. Voilà, exactement. Alors, y en a eu qui ont très bien compris, que j'ai rectifié en disant, écoutez, je n'étais pas sur Internet, on a pris mon pseudo, enfin, etc. Ça nous fait rigoler, mais ça vous a pas fait rigoler tout le temps, vous, hein? Alors, le premier, j'étais très surpris, puis en fin de compte, j'ai parlé presque pendant 1 heure avec lui. J'ai bien aimé, parce que si vous voulez, j'ai carrément redressé la conversation. Qu'est-ce que ces hommes vous disaient exactement au téléphone? Alors là, non, parce que c'est qu'on a du mal à comprendre à quel point c'était agressif. C'est vrai, on en parle de manière assez plaisante. Non, mais là, c'était horrible, quoi. Oui, alors, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais de gros seins, machin, etc. Enfin, bon, bref, tout ce qui est de porno possible, imaginable. Et comment vous réagissiez, vous? Je dis, ben non, justement, pas du tout. J'ai non. Il me dit, ah bon, tu as un string? Ben non, je tricote mes slips en poil mousse, rose et vert. J'ai des mood boots et des moufles. Enfin bon, moi, je prenais ça à la rigolade, mais après, j'étais comme ça. Hein, ouais. Je dis, non, j'ai la combinaison de ski. Vous n'avez pas peur qu'il tombe sur votre nom, votre adresse, qu'il puisse donner votre adresse aux autres personnes? Justement, avec le portable, on a toujours dit que le portable, c'était quand même préservé. C'est mobile. Par définition. Voilà, donc non, j'ai jamais donné par contre mon numéro de la maison, heureusement d'ailleurs. Mais j'ai jamais donné dans mes... Vous n'avez jamais eu peur que ça dégénère, enfin que ça aille plus loin, que cet homme vienne à votre rencontre? Alors j'avais des copains, parce que j'ai des copains sur Internet que je vois tout le temps, pas forcément qu'on se connaît. Je lui avais dit, si tel et tel pseudo apparaît, essaye de lui dire quelque chose, enfin qu'à la limite j'ai trouvé quelqu'un ou que... Voilà, mais ça ne s'est pas trouvé, ça a fini par s'arrêter. Au bout de combien de temps? 3 mois quand même. J'ai eu 3 mois de dialogue porno, oui. Il y en a qui n'en ont pas pendant toute une vie, non, vous savez. Bien sûr, mais bon. Prendre les choses comme elles sont. Alexandre, tu as déjà donné ton numéro de téléphone? Oui, sur Internet, oui. Tu as des mauvaises surprises? Ça a été. Aussi, une fois, quelqu'un qui se faisait passer pour une fille, c'était un garçon. Ouais. C'est surprenant ça, non? Ouais, ça fait bizarre, ouais. Sur le coup, ça m'a choqué. Mais ce que disait madame, ça m'a étonné parce que je l'ai fait aussi à une fille qui avait une rupture qui s'était mal passée. Pareil, j'avais pris son pseudo et je faisais pareil, la même chose à peu près. Et pourquoi tu faisais ça, Alexandre? Pourquoi tu faisais ça? Pour me venger. Pour me venger, et puis ça me faisait Alexandre, rigoler. il vous dit tout ce qu'il fait. Hein. C'est bien. Non, mais c'est bien de faire ce chemin-là. Ouais. Oui, mais après, avec du recul, je sais pas. Mais t'avais quel âge, toi? Ouais, j'avais 17 ans. Il avait quel âge, ce monsieur? Ah, j'en sais rien. Non, c'était pas moi. Peut-être lui, d'ailleurs. C'était toi? Non, je pense pas. C'est un homme d'un certain âge, visiblement. Apparemment, oui. À la voix? À la voix, oui. Mais enfin, à la voix, j'ai pas entendu longtemps. Hein. Faut pas se fier à ça non plus. Pas se fier à la voix non plus? Même quand on les a au téléphone, on peut pas se fier à la voix. Ça reste de l'irréel. Mais partout, il ne faut pas se fier à la voix. On s'imagine un visage totalement différent avec une voix. Se protéger, hein. Ouais. Tu vas nous raconter, Alexandre, comment après avoir été manipulé, tu es à ton tour devenu un manipulateur, donc tu es tombé sur une jeune fille. Avant cela, on regarde un rappel de ton histoire à travers ton dernier passage à notre émission. Beaucoup de spectateurs ont réagi à ce témoignage. Alexandre n'avait que 15 ans quand il est devenu accro à Internet. En pleine adolescence, ce monde virtuel l'entraîne dans une spirale dangereuse. Sur Internet, j'étais sur des sites de groupes, et après j'ai commencé à me passionner vraiment pour tout ce qui était gore, était vraiment trash aussi. J'allais aussi sur les sites sataniques, sur tout ce qui était magie blanche, magie noire, incantation. Ça m'est déjà arrivé de parler avec un gothique, et on avait mis la webcam tous les deux et on se scarifiait devant la webcam. Le sexe gore aussi. Je trouvais aussi des photos sexe, mais très très gore. Je me cherchais beaucoup, donc j'allais voir tout ce qui est extrême sur Internet. Mais ça te procure quel plaisir de tomber sur des images comme celle-là? Ça, je sais pas, ça me plaisait. Plus c'était choquant, plus j'aimais. Ce qui est pervers avec Internet, c'est qu'on a l'impression que les enfants sont en sécurité parce que ça se passe sous le toit familial. Voilà. Oui, moi, c'est ce que je me disais. Il était à la maison, bon, sur Internet, il ne pouvait pas avoir de danger, c'est certain. Hein. Sylvie était loin d'imaginer que par le biais d'Internet, Alexandre se laissait influencer et petit à petit devenait quelqu'un d'autre. J'ai découvert aussi la drogue aussi sur Internet. Par exemple pour le cannabis, comment rouler, quelle forme de roulage faire pour mieux se défoncer. Ouais. Tout ce qu'on nous cache, on sait tout sur Internet, quoi. Il n'y a pas de limite. J'étais arrivé à
Après que je dormais presque plus, je passais vraiment toutes mes nuits sur Internet. J'allais plus en classe, je mangeais presque plus. Ça, avec la drogue, je commençais à péter un plomb. Tu nous as dit que tu avais été manipulé et que toi, à ton tour, tu es devenu manipulateur. Oui. De qui? Je manipulais mes parents. Comment? Pour avoir de l'argent. Je leur disais que s'ils me donnaient pas d'argent, j'allais en trouver ailleurs. Et sur le réseau, sur la toile aussi, tu as manipulé des gens? Oui, je manipulais une fille aussi pour qu'elle m'envoie de l'argent chaque mois. Qu'est-ce que tu lui disais? Mais je lui disais que j'avais des problèmes avec des dealers, que si elle m'envoyait pas d'argent, j'allais mourir, que sinon ils allaient tout faire péter chez moi. Mais cette fille, en fait, je l'ai rencontrée sur un chat et petit à petit, elle est tombée amoureuse de moi. Et je l'ai manipulée pour avoir de l'argent. Ça a été loin, hein? Tu as été vraiment très très loin, quoi. Ouais. Je me perdais avec Internet. J'arrivais plus à avoir conscience de ce qui était virtuel et ce qui était réel. Je peux m'arriver aux mains avec mon père aussi. À vous battre? Oh, ouais. À quel sujet? Mes parents n'avaient plus aucun contrôle sur moi non plus. Seul, mal dans sa peau, Alexandre tente de mettre fin à sa vie. Son père intervient à temps. C'est là qu'après, il a appelé les urgences et ils m'ont conduit à l'hôpital. Je suis resté une semaine en hôpital psychiatrique. J'ai vu des personnes qui avaient pété des plombs là-bas. Avec la drogue, avec Internet aussi, avec tout l'engrenage que ça avait. Et je me suis dit, faut que ça s'arrête, j'ai pas envie de devenir comme eux. J'ai essayé de m'en sortir. J'ai l'impression que cette petite jeune fille que tu manipulais, ça a été un déclic pour toi, non? Un déclic. Ouais, que ça t'a fait prendre conscience dans quel monde tu étais en train de tomber? Oui, que j'étais plus du tout dans la réalité en fait. Puis surtout que sur Internet, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et comment t'as réussi à lui soutirer de l'argent? Combien tu lui prenais d'argent? Ça dépendait, elle m'envoyait des sommes, alors par trimestre ou des fois tous les mois. Et au moins, elle m'envoyait 80 € par mois, au moins 30, 40 € par mois. Elle avait 11 ans? 11 ans, ouais. Enfin, c'était son argent de poche ou sa grand-mère qui lui donnait de l'argent. Ouais. Et qu'est-ce que tu lui disais pour avoir cet argent? Moi, je lui disais que j'avais des ennuis, des problèmes avec des dealers, J'inventais toujours des choses en fait pour qu'elle m'envoie de l'argent. Et comment tu en es venu à faire en sorte qu'elle se mutile? Pour toi, tu nous as dit? Ouais. J'ai été devenu assez... Noir, sombre. Ouais, assez noir, sombre, et j'aimais vraiment ce côté un peu là. Et j'aimais bien la faire souffrir en fait. J'aimais bien faire mal aux gens et j'aimais bien la faire souffrir et lui faire mal. Mais tu nous dis ça avec ta voix de petit ange, donc c'est assez surprenant. Oui, je sais. Maintenant j'ai changé, je suis plus comme ça, mais avant j'étais vraiment méchant. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu dérapais sérieusement? Petit à petit, je savais plus ce qui était réel, irréel, j'avais plus du tout où j'étais. Je perdais... j'arrivais plus. Le sens du réel. Ouais, je perdais le sens du réel, j'y arrivais plus. Puis j'avais une grosse envie de mourir en fait. J'en avais marre de la vie. On a vu tes parents dans ce reportage, qui sont un couple tout à fait équilibré, Ouais. et qui n'ont pas vu ce qui se passait sous leur toit, comme Marie-Pierre n'a pas vu sa fille qui s'envolait avec quelqu'un dans ces dialogues virtuels. Où tu en es avec cette jeune fille aujourd'hui? On se parle encore sur Internet et elle sait que je lui ai menti. Tu lui as dit tout ça depuis que tu es repenti, j'ai envie de dire? Oui, mais comme c'est une fille qui allait pas très bien, je lui parle encore pour essayer de l'aider et des choses comme ça. Mais tu as changé de point de vue, d'objectif? Avec cette jeune fille? Tu voulais lui faire du mal? Oui, non, maintenant, non, c'est fini. J'essaie plutôt de l'aider, de lui parler, puis j'ai même parlé avec elle. Puis le fait qu'elle m'a pardonné et tout ça. Comment tu as fait pour parler avec elle? Qui a donné son numéro de téléphone? C'est moi qui ai donné mon numéro de téléphone. Vous vous êtes rencontrés? Non, jamais. Et Elle habite pas loin, elle habite loin de chez moi quand même, donc... Vous allez vous rencontrer? Sûrement. C'est dans vos projets? C'est un projet, oui. Ce serait une belle histoire si ça finissait bien, parce que j'imagine que tu as envie de réparer ce que tu as fait aussi. Oui, tout le mal que j'ai fait, j'ai envie de le réparer. C'est un peu le grand frère, hein? Oui, j'essaye. Ouais. Vous avez été très surprise, Marie-Pierre, que votre fille puisse se laisser berner par quelqu'un. Vous aviez l'impression qu'elle avait tous les moyens de pouvoir se défendre dans la vie de ceux qui sont potentiellement dangereux? Oui, puis en plus, je crois qu'on croit beaucoup que ça n'arrive qu'aux autres, en fait. On se dit, pas chez moi. J'avais déjà appris un certain nombre de choses sur les dangers d'Internet, donc l'ordinateur était dans l'entrée de la maison, je jetais un coup d'œil de temps en temps. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque de l'adolescence, les ados aiment bien avoir leur petite vie privée, leur petit jardin secret, et donc il y avait des tas de choses qui m'échappaient. D'ailleurs, je n'avais pas du tout l'intention ni de fliquer ou de censurer, c'était simplement, j'aurais bien aimé... Protéger. Oui, protéger, minimum, avoir ce rôle de protection.
Et ce qui est intéressant dans les témoignages qu'on vient de voir, c'est qu'en réalité, cette période de l'adolescence est une période de vulnérabilité terrible. D'ailleurs, d'abord, déjà, les adultes sont vulnérables, on l'a vu dans les exemples précédents, mais alors les enfants et les ados sont encore plus vulnérables. Donc il faut encore plus de vigilance, et je crois que cette vigilance, elle s'exerce beaucoup par le dialogue entre les parents et leurs enfants. Vous avez l'impression aujourd'hui qu'Alexandre est en train de tomber amoureux de cette jeune femme, un peu sur... Ouais, je ne sais pas encore, mais je suis quand même attaché à elle, il y a quelque chose quand même qui se passe, parce que on s'entend bien, ça fait un moment maintenant que je la connais. Donc vous avez traversé le pire. Hein. Et oui. elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 16 ans. 16 ans? Oui. Ouais, donc tu l'as croisée pour la première fois sur Internet il y a 5 ans? Oui. Donc elle a connu quand même un peu toute ma période. Donc pour une histoire qui se finit bien, je te le souhaite, oui. Il y en a pas mal qui se finissent mal. On va regarder l'histoire de Marie qui avait 13 ans lorsqu'elle a été abordée par un pédophile sur Internet, donc l'âge de votre fille. Il s'agit d'une autre histoire. Cet homme lui a proposé à l'époque 6 000 francs pour faire des photos de charme. Il l'a manipulée, il l'a amenée à avoir des relations sexuelles. Elle a aujourd'hui 19 ans, mais elle est encore extrêmement fragile. C'est pour cette raison qu'elle n'est pas avec nous sur ce plateau. Elle a cependant accepté de répondre à nos questions de façon anonyme. C'est par téléphone que Marie accepte de nous livrer son témoignage. Elle avait 13 ans lorsqu'elle rencontre un jeune homme sur le net. Il se révèle être un pédophile. Nous nous sommes vus plusieurs fois et ensuite il m'a proposé de faire des photos de charme avec des relations sexuelles avec un ou plusieurs partenaires. Et il me proposait pour ça la somme de 6 000 francs à l'époque. Je savais que c'était pas normal. Peut-être que cette personne aurait pu vouloir me séquestrer ou m'enlever. Les risques étaient divers. Hein. Donc cette personne a été condamnée avec sursis et a dû verser des dommages et intérêts à mes parents. Je m'en tire bien et heureusement. J'étais tout à fait influençable. Je pense que cette personne a profité de mon jeune âge et de mon inconscience. C'est pas un cas isolé, Marie-Pia? Non. On a de plus en plus dans l'association dont je m'occupe de témoignages de ce genre. Et est-ce que c'est un phénomène qui s'accentue ou est-ce qu'on en parle plus? Ça, je ne saurais pas vraiment le dire. En tout cas, ça mais existe. effectivement, ça existe. Et bon, Internet est quand même un vecteur d'information et de communication qui permet une certaine opacité, qui permet une certaine impunité. Donc c'est bien plus facile pour celui qui le souhaite que d'aller dehors et d'aller ouvrir son impair à l'entrée d'un collège. Hein. Maintenant, tout peut se passer, comme on le disait, entre quatre murs avec une porte bien fermée. Cet homme qui était majeur, qui a obtenu des relations sexuelles de cette fille qui avait 13 ans à l'époque, etc., n'a été condamné qu'à 1 an de prison avec sursis et quelques dommages et intérêts. C'est une peine qui est extrêmement légère. Moi, je sais pas, j'ai presque l'impression que c'est un viol. C'est-à-dire que c'est un viol psychologique, c'est un viol virtuel. Alors aujourd'hui... Avec des relations sexuelles bien réelles en plus. Hein. Oui, bien sûr. Donc de toute façon, là, il y avait véritablement viol. Bon, il y a d'autres cas où l'agresseur, par échange de webcam, se met nu devant son écran et demande à la jeune fille de faire la même chose. On l'a vu dans des cas très concrets, avec des condamnations qui sont pour moi encore tellement symboliques et assez peu exemplaires. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est un phénomène qu'on a encore du mal à appréhender. Alors tout ça passe entre les mains de magistrats qui peut-être ne sont pas non plus aussi aguerris à ces questions, qui se disent « oh, il y a toujours un peu d'exagération ». Et puis les textes doivent s'adapter aussi à ce genre de situation nouvelle. Un enfant sur 3 est soumis à des images porno sur le web, donc ça c'est... Un enfant sur 3, ça veut dire un mineur sur 3. Oui, oui, bien sûr. C'est colossal quand même, des images qu'il n'a pas cherchées, qu'il n'a pas demandées. Et un enfant sur 3 se voit proposer des rencontres physiques. Donc si on a un enfant qui est un peu fragile ou qui est dans un moment de son adolescence où il ne sait pas très bien qui il est, on a quelqu'un qui peut avoir l'impression de trouver les bonnes réponses aux questions qu'il se pose. C'est-à-dire que c'est toujours très facile, là encore par écran interposé, de dire à une adolescente envoie-moi ta photo, dis donc t'es magnifique, t'es super canon, etc. Alors qu'elle a 12 ans et qu'elle se trouve avec 2 boutons sur le front, un peu trop grosse et pas canon du tout, d'après ce qu'elle pense. Et donc cette espèce de mise en confiance petit à petit. Et puis alors à ce moment-là, on se confie à ce genre de personnes. Vous êtes avocate et présidente d'une association de défense des mineurs. Encore une fois, je répète, ça s'est arrivé sous votre toit, c'est incroyable. Vous avez pu débriefer avec votre fille, essayer de comprendre ce qui s'était passé, comment elle en a été jusqu'à aller à la rencontre de cet homme qu'elle a fini par rencontrer. Elle l'a vu, elle a pris peur, elle est partie. Parce qu'elle était bien élevée, sans doute, Marie-Pia, mais elle a quand même pris de sacrés risques. Hein. Oui, et puis c'est un peu un jeu et un 14 défi. ans à l'époque. À cet âge-là, on a envie de on se donne des défis. On se dit, est-ce que j'ai essayé, Alexandre tout à l'heure parlait d'un certain nombre d'exemples en termes de drogue aussi, ou de violence, de scarification. J'essaye, je vais voir ce que je ressens.
Parce que c'est un âge où on se construit aussi autour de ça. J'y vais, je vais voir si je ressens quelque chose. Je discute, même sans aller forcément à une rencontre, mais je discute et je dis des choses qui sont un peu à la limite. On m'interdit de le dire à la maison, mais sur un écran, hop, je tape rapidement les mots, surtout qu'en plus, dans les chats et les forums, c'est instantané, ça va s'effacer aussi vite. Dès que la page est fermée, ça disparaît. Donc on se lance, on prend des risques et on y va. Vous avez aussi en parlé très clairement avec votre fille après ? Oui. Quand elle a rencontré cet homme, donc c'était un pervers de 40 ans qui se faisait passer pour un jeune homme de 15 ans, oui. C'est là qu'elle vous en a parlé ? Oui, parce qu'elle est rentrée affolée. J'ai bien vu dans son comportement qu'il y avait une modification. Donc immédiatement, j'ai pris les devants et j'ai dit « explique-moi ce qui s'est passé ». Alors évidemment, dès qu'on est rentré dans le domaine Internet, comme pour beaucoup d'adultes, on se dit « mon Dieu, j'y comprends rien ». Mais il faut prendre à ce moment-là la discussion par le biais « explique-moi comment tu fais, montre-moi comment tu vas dans un chat, explique-moi sur quel type de touche tu appuies pour envoyer un message ». Et puis petit à petit, à ce moment-là, l'adolescent se dit « tiens, je vais apprendre quelque chose à mes parents », ce qui n'est pas forcément la configuration habituelle, et une relation de confiance s'instaure, et c'est comme ça qu'on a pu en discuter. Ne pas accepter de rendez-vous sans en informer une tierce personne, voilà, ça fait partie des conseils de base. Ne pas donner son numéro de téléphone. C'est bien au-delà de ça. C'est ne pas accepter de rendez-vous ou aller au rendez-vous, mais avec quelqu'un d'autre. Et je dirais pour les adultes aussi, pas aller à ces rendez-vous seuls, parce qu'on n'a pas la bonne configuration à ce moment-là. On y va avec cet imaginaire qu'on expliquait tout à l'heure. Si on y va accompagné de quelqu'un, à ce moment-là, l'autre personne voisine... C'est pas très romantique, hein ? C'est moins romantique, mais pour un premier rendez-vous, je crois que ça vaut le coup quand même. On peut prendre des précautions. Est-ce que toutes les précautions suffisent ? Elles ne sont pas forcément suffisantes. En fait, les agressions liées au web vont en se multipliant, ou est-ce que c'est leur médiatisation qui les rend plus fréquentes, les deux probablement. Comment et pourquoi Internet crée une nouvelle forme de criminalité ? Regardez, c'est assez inquiétant. Cette nouvelle affaire qui met en lumière les dangers d'Internet. Une adolescente sri-lankaise de 14 ans a fugué chez un retraité de 56 ans en France. C'est en septembre dernier que la brigade des mineurs d'Istres retrouve la jeune Calistra. En 2003, un quinquagénaire l'avait abordée sur Internet, un terrain de chasse sur lequel il se faisait passer pour une adolescente sous le pseudonyme de Sophie 13. Après plusieurs mois de dialogue, le retraité dévoile son identité et devient le confident de la jeune fille. Elle le rejoint en France à son domicile où ils deviennent amants. Aujourd'hui, l'homme de 56 ans est mis en examen pour atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, sans violence ni contrainte. Ce qu'apporte Internet dans cette relation, je dirais aujourd'hui pédocriminelle, c'est l'anonymat. Et c'est justement grâce à l'anonymat d'Internet qu'à Neuilly-sur-Seine, un homme de 28 ans recrutait des mineurs de 14 à 17 ans pour les prostituer sur des sites d'escort girl. Il les recrutait sur des forums de discussion d'ados. Ce proxénète d'un nouveau genre a été dénoncé à la police par une collégienne de 14 ans. La prostitution sur Internet et touchant des mineurs s'est accrue grâce à Internet aujourd'hui, et c'est un phénomène qui est devenu un phénomène d'ailleurs mondial, puisqu'il y a un véritable trafic d'enfants qui s'est mis en place. En effet, les associations et les pouvoirs publics constatent une nette augmentation des faits divers liés au net. Les victimes restent la plupart du temps des mineurs ou sont des adultes vulnérables. Rappelez-vous l'affaire Marjorie. En 2003, Marjorie a 20 ans lorsqu'elle rencontre Eric sur Internet. Mais la rencontre amoureuse tourne au drame. Eric et ses complices tendent un piège à Marjorie. Et à ce moment-là, ils prennent une poutre, ils vont la poser là, et ils vont, pendant qu'un tient les mains, les deux autres sautent sur la poutre. Enfin, ils vont l'enfermer dans un congélateur. Et là, ils partent avec un autre couple, puisqu'ils seront 5, dépenser le peu d'argent qu'avait Marjorie. La fête va durer 3 jours, où ils vont beaucoup s'amuser. Et quand ils vont revenir, il faut faire disparaître le corps. Et en définitive, ils vont la jeter dans un petit canal près d'Aigues-Mortes. J'espère que Marjorie ne sera pas morte pour rien. Et je vais me battre pour que ces agresseurs paient. Et puis je veux plus que ça recommence. Je veux plus qu'une autre fille tombe dans un guet-apens pareil. Certains prédateurs considèrent Internet comme un vivier, et ça a été le cas dans l'affaire Marjorie. C'est virtuel, c'est nouveau, donc ça va créer nécessairement une nouvelle forme de criminalité. Comment cette histoire résonne en vous, Ambre ? Oula. C'est une horreur. Ça me ramène à ma propre mort et ma propre histoire, étant donné que moi j'ai rencontré un des deux frères. Celui qui a assassiné Marjorie ? Oui.
Et, vous avez été amoureuse de cet homme? Non, non, non. J'ai pas été amoureuse, mais très, très complice. C'était un jeune qui était très triste, qui avait eu une enfance malheureuse. Enfin, vraiment le mal aimé. Moi, je suis maman de 3 enfants, donc j'avais plus envie de le materner. Puis c'était quelqu'un de vraiment adorable, à tout niveau. Vraiment très doux, très, je sais pas comment vous dire, vraiment quelqu'un de patient, qui aimait les enfants. Vous étiez seule avec vos 3 enfants? Oui, j'étais en pleine séparation. Et oui, j'étais seule avec mes 3 enfants. Donc je l'ai fait venir chez moi une première fois, on a fait un repas, il a fait la connaissance de mes enfants, tout s'est très bien passé. Quelqu'un de très, très poli, très respectueux, qui savait dire ce qu'il fallait quand il le fallait, qui débarrasse la table. Donc vraiment tout pour charmer, pour être charmant. Suite à ça, on a fait quand même beaucoup d'autres sorties avec mes enfants. Tout a basculé en fait un dimanche de Pâques. Oui. Il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il m'a appelé alors que c'était le dimanche de Pâques, donc je venais me mettre à table en famille avec mes enfants, en me demandant d'aller le rejoindre chez une amie que nous avions en commun, me laissant croire que cette amie serait là et que bon, il n'y aurait pas de problème. Et ben moi, étant donné la situation, on venait à peine de se mettre à table, je lui ai dit que je ne pouvais pas y aller. Il a été assez insistant. D'ailleurs, j'ai pensé qu'il avait bu ou parce qu'il était vraiment... Différent d'habitude? Oui, assez euphorique, je dirais. Il était très, très enjoué, très content, mais très insistant, ce qui n'était pas à son habitude. Et puis c'était quelqu'un de très réservé en temps normal, donc là, le voir vraiment me parler très, très gaiement, je pensais sincèrement qu'il était saoul. Et donc j'ai refusé son invitation. Et bon, il n'a pas cherché plus. J'ai senti à sa voix qu'il était vexé, mais il est passé à autre chose, quoi. Donc voilà, je ne pouvais pas me libérer, point. On va voir qu'il est passé en fait à quelqu'un d'autre. Oui. À Marjorie, juste après ce message, regardez, c'est peut-être votre histoire, un message de la rédaction. Vous vous êtes vengé ou vous avez vengé quelqu'un. Vous avez voulu vous venger, mais vous n'êtes pas passé à l'acte. Vous avez été victime de vengeance. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, le calvaire d'Oel. Son fils de 17 ans, maniaco-dépressif et extrêmement violent, a disparu après sa dernière crise. Le sachant en liberté et sans traitement, Oel vit dans la crainte de sa réapparition. Je ne vis pas parce que je vis dans la crainte de l'agression. C'est terrifiant. On avait acheté cette maison pour lui et voilà ce qu'il en a fait. Et aussi l'histoire de Christophe. Il a été interné par son père suite à une tentative de suicide. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est ce bruit de clé. À longueur de temps, on entendait le trousseau de clés parce que tout est fermé à clé, c'est normal. Ça renforce encore cette idée de dire est-ce que je vais en sortir, comment je vais en sortir. L'hospitalisation s'imposait pour lui, pour son bien-être. J'ai eu l'impression d'emprisonner mon fils. Vous vous considérez comme une survivante aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr. Si vous aviez dit oui ce jour-là, qu'est-ce que ça aurait changé? Alors là, beaucoup de choses, parce que si ça n'avait pas été Marjorie, ça aurait été moi. C'est sûr et certain. Pourquoi c'est sûr et certain? Parce que si c'était le week-end d'avant ou celui d'après, j'y serais allée. Qu'est-ce qui serait passé selon vous si vous aviez été à ce rendez-vous le dimanche de Pâques? Il m'aurait assassiné. Et dans les mêmes conditions, je pense, que Marjorie. Alors qu'il connaissait mes enfants et que... Pour quelques dizaines d'euros? Pour 2000 euros, Marjorie. Pour du parfum, pour des restaurants, pour des cosmétiques, pour n'importe quoi. Quand vous avez lu l'histoire dans le journal, vous avez identifié l'homme? Ça s'est pas passé comme ça. Non, ça s'est pas passé comme ça. Le lundi, mon amie, justement, chez qui il m'avait donné rendez-vous, m'a téléphoné car il ne s'était pas présenté à son travail. Et elle travaillait avec lui. Elle m'a demandé si j'avais eu des nouvelles, donc oui, forcément, je l'avais eu la veille au téléphone et j'ai dit, mais il m'avait demandé de te rejoindre chez toi. C'est là que j'ai su qu'elle l'avait informé le vendredi soir en partant du travail, qu'elle partait le week-end en Espagne, donc elle ne serait pas chez elle. Donc il vous aurait fait venir chez elle, voilà. Et vous aurez enlevé à ce moment-là, vous pensez? Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle, pour Marjorie?
Marjorie, dès qu'elle a passé la porte de l'appartement, ils se sont acharnés. Mais acharnés, ça a été... non seulement ils se sont acharnés, en plus, suite à l'enquête, on a su que quand ils l'ont mise dans un congélateur, elle était encore vivante. Enfin voilà quoi, il y a eu vraiment plein de choses horribles. horribles, vraiment. Comment vous avez découvert le poteau rose, qui était véritablement cet homme? En fait, la gendarmerie est remontée par son portable et j'étais justement dans les derniers numéros qu'il avait composés. Et donc les gendarmes ont pris... Vous ont appelé? Oui, voilà, ont pris contact avec moi et ont confirmé ce que moi, je ne pouvais pas croire depuis déjà 2 jours. Pourtant, je l'avais vu aux informations, voilà, par la presse, aux informations, et j'étais convaincue que ce n'était pas possible. Ça aurait pu vous arriver dans la rue, une rencontre comme celle-là? Ou c'est propre à Internet? Non, c'est vraiment propre à Internet. La confiance qu'il a réussi à gagner? Oui, bien sûr, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, quand vous rencontrez la personne, vous avez déjà l'impression de la connaître. Donc il y a tout un cheminement que vous faites dans la vie quand vous avez la personne en face de vous, que vous ne faites pas une fois que vous êtes passé par Internet, puisque vous la connaissez déjà. Le problème, c'est qu'on parle des personnes qui croient que c'est la réalité, ce qu'ils voient, mais l'autre côté, la personne prend de plus en plus de pouvoir et de confiance en lui pour réussir à faire des choses comme ça. C'est ça le danger aussi. Et plus il en sait sur vous, plus il peut intervenir. Exactement. Et plus il a de pouvoir, plus il peut manipuler, plus il se sent fort, plus il se sent... J'ai du mal à faire le point après cette émission, enfin je viens en fin de cette émission, à me dire qu'est-ce qu'on doit faire. Alors est-ce qu'on doit donner son numéro, est-ce qu'on ne doit pas le donner, est-ce qu'on doit rencontrer des gens, est-ce qu'on ne doit pas les rencontrer? Visiblement, la solution, c'est de prendre un maximum de sécurité, donc d'y aller avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu dirais, Alexandre? Prendre des précautions, surtout pour les jeunes. Moi, je parle pour les jeunes, les enfants et ceux qui sont ados. Vraiment d'y aller avec, pas y aller tout seul à un rendez-vous avec un copain et des rencontres sur Internet, toujours se dire que c'est pas la vraie personne. C'est pas pareil une rencontre en vrai que quelqu'un qu'on rencontre sur Internet. C'est pas du tout pareil. Des fois, la personne est carrément différente de ce qu'elle paraît sur Internet. C'est tout simple ce que tu dis, mais c'est très important, je crois. C'est pas la même personne. Il faut passer le moins de temps possible. Sandra, vous avez l'impression que c'était pas le même homme. Ambre, évidemment, que vous avez eu cette impression également. Et puis les autres histoires qu'on a entendues aujourd'hui. Donc faites attention, vous en tant qu'adulte, redoublez de vigilance. Et puis les parents, tenez-vous informés des fréquentations de vos enfants sur le web. Les parents et évidemment les grands-parents, ça fait partie, je pense, de notre devoir. C'est la nouvelle société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est plein d'avantages. Et malheureusement, il y a les inconvénients qui vont avec. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.